Coucou Néo, tu es dans la matrice. Et alors? Suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc. Toc toc Néo. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, un Movies Nerd un peu spécial puisque c'est un hors-série saga sur cette fois-ci une trilogie et c'est la trilogie Matrix qu'on a choisie. Voilà, c'est un podcast qui a mis de longs mois à se préparer. Enfin voilà, il y a eu plein de petites choses de planning, etc. Enfin, on va pas vous ennuyer avec tous ces problèmes, mais voilà, du coup, nous, on est en fin de retour avec un podcast hors série saga, et je suis pas seul, du coup. Pour ceux qui découvrent peut-être ce podcast, je suis Axel, je me suis même pas présenté, je suis un des autres de ce podcast, mais je suis pas seul justement à la présentation puisque j'ai mis mon fidèle comparse à mes côtés, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Eh ben ça va bien. On Ça est fait... toujours vivant. Voilà. Après 5-6 mois d'absence. Si Morgan avait été là, il aurait fait toujours vivant, toujours debout, une mauvaise imitation de Renaud, mais je ne me permettrai pas de la faire. Ouais. Voilà. On lui laisse ça pour le prochain épisode. Voilà, exactement. Donc du coup, on va parler de Matrix, on va vous faire un peu le planning et tout ça. De cette émission. On va vous parler des sorties récentes du coup. Ah oui, totalement. Ouais. On va parler des films sortis il y a 20 ans. Donc ouais. On retourne sur notre planning un peu, enfin comment dire, sur notre base de hors-série saga. En attendant, enfin, les cinémas ont rouvert. Moi personnellement, j'attends d'être vacciné pour y retourner. Donc, ouais, puis on attend aussi qu'il y ait des films intéressants, je pense. Moi, il y a juste Adieu les cons personnellement que j'aimerais bien aller voir du coup. Puisque il est revenu à l'affiche. Mais voilà, du coup, moi j'ai rendez-vous pour rentrer dans la matrice avec ma puce 5G lundi, donc dans quelques jours. Voilà. Hashtag complotisme. Non, évidemment, je ne crois pas ça. Hein, et voilà, j'aime bien dire ça pour rigoler. Du coup, on va parler du coup des films Matrix. On va commencer avec la découverte de la saga. Comment on a découvert les films par lesquels on a commencé, etc. Ensuite, on parlera du 1, de Matrix Reloaded et de Matrix Revolutions. Dans l'ordre chronologique. Puis, comme d'habitude, on fait un top avec nos films préférés, mais là, on a pensé que c'était pas très pertinent vu que de toute façon, il y a que 3 films et vous verrez de toute façon quelles sont nos préférences, même si je pense que ce sera une surprise pour personne. Et du coup, pour cette dernière partie d'émission, on a décidé, puisque Matrix 4 est actuellement en production, de vous donner un peu notre avis sur Matrix 4, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'on en attend quelque chose? Voilà, qu'est-ce qu'on peut en déduire des informations qu'on a actuellement? Donc voilà. Déjà, juste une dernière chose avant de commencer. Excusez-moi pour les cafouillages, etc. Parce que ça fait un petit moment que j'ai plus présenté de podcast, donc il faut que je me remette dans le bain. Mais voilà, normalement ça devrait le faire. Je crois que j'ai tout dit. Je pense qu'on peut passer tout de suite à la première rubrique de ce podcast. Du coup, la découverte de cette saga, comment on a découvert Matrix, le premier film, et peut-être ses suites. Et je te laisse d'abord la parole. Alors, comment j'ai découvert Matrix? J'ai découvert Matrix de mémoire, je l'ai vu très jeune. Je l'ai quasiment... En fait, je crois que j'ai dû le voir 2-3 ans après sa sortie.
Ouais, donc il est sorti en 99, hein, pour rappel. Voilà, donc toi à l'époque tu n'étais qu'un tout petit enfant. Oui, j'avais 4 ans. Voilà, c'est ça. Et moi je m'approchais déjà doucement de mes 10 ans, donc Voilà. hashtag vieillesse. Ouais, voilà, hashtag born in the 90s. Hein. C'est ça. Donc oui, c'est vrai que ça me rajeunit pas là pour le coup. Mais Oui, bon, bon. la sagesse. Écoute, hein. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc oui, j'ai dû le voir. Je sais pas si à 10 ans tu es assez sage pour voir enfin, non, mais pour maintenant comprendre. surtout. Ouais. Voilà. Oui, Voilà. Maintenant que je flirte avec les 30 ans, voilà, Ouais, je peux, voilà, j'ai acquis quand même une certaine Oui. sagesse. J'espère. Bah oui. Donc du coup, j'ai dû le voir, je pense, oui, autour de 2000 en fait, par là-dedans. D'accord, 2000-2001, ouais. Bon, alors autant te dire que j'ai rien capté, hein. Ouais, je pense. J'ai rien bité du tout au bordel. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'avait marqué déjà en termes d'ambiance, surtout. Ouais. Ça diffère de tout ce qui se fait Ah bah oui, au niveau du cinéma oui. hollywoodien. Je tiens à C'est préciser. ça. Comparé à tout ce qu'on pouvait voir aux films qui étaient diffusés à la télé, les gros actionneurs et tout, mais justement des années 90 qui avaient bien le vent en poupe encore. Là, oui, enfin, tu sentais qu'il y avait, enfin, ça ressemblait à rien de ce qui avait pu être fait. Plus tard, en le revoyant, évidemment, tu te rends compte que ça s'inspire de beaucoup de choses, qu'il y a plein d'emprunts, qu'il y a beaucoup des emprunts, pas forcément, mais beaucoup beaucoup d'inspiration. Mais déjà, oui, tout petit, oui, je sais que ça m'avait marqué en termes d'ambiance et d'univers, quoi. Et après, je dirais que le film, je l'ai vraiment découvert, plus que redécouvert même, il y a à peu près 10 ans, je pense. Ok, voilà. D'accord. Quand j'ai commencé à remettre vraiment le nez, à me faire une cinéphilie, en fait. Ouais, une vraie de vraie. Et parce que ça doit faire pas loin de 10 ans que je fais des critiques, je pense, même un peu plus. Bah oui, ouais, là ça commence à... Donc ça fera déjà tu te dis que dans 2 ans Movies Nerd a 10 ans, donc voilà. Ouais. Donc voilà. les podcasts, ça va bientôt faire 10 ans aussi pour moi. Voilà, pas loin. C'est dingue de se dire ça, c'est impressionnant de se dire ça. Non, ça fait vraiment bizarre. Et du coup, oui, j'ai mis le nez dedans quand j'ai commencé à faire une vraie cinéphilie, à découvrir plein de trucs dans plein de genres différents. Ouais. Et j'ai remis le nez dedans et j'ai revu, du coup, quitte à regarder le premier, j'ai vu les 3. Du coup, les deux autres, tu les avais pas vus avant, quoi. Non, j'avais vu le premier pour le sûr, le deuxième, j'avais dû en voir des bribes comme ça. Ouais. Et j'avais vu des scènes iconiques, en fait, la fameuse scène avec les 2 camions là dans le deuxième. Ouais, évidemment. Voilà, ça d'ailleurs ça fonctionne toujours très bien. Ah oui. Mais le 3, j'avais aucun souvenir du 3. J'avais dû voir la séquence avec tous les les agents Smith dupliqués sous la pluie. Ouais, bah ça j'avais dû voir, mais c'est tout. Oui, t'avais vu des extraits. Voilà. Ouais, et du coup après tu les as redécouverts il y a à peu près 10 ans, quoi. Ouais, et là du coup j'ai vu les 3 à la suite. Ok, très bien. Comme j'ai fait là, et je l'avais pas revu depuis avant de les revoir là il y a. Ah ouais, du coup ça faisait 10 ans que tu les avais pas vus. Ouais. Bah, j'ai pas un affect énorme pour. J'aime beaucoup le cinéma des sœurs Wachowski. Mais après j'ai pas. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Wachowski, Wachowski je sais pas, moi je dis toujours Wachowski, je sais pas. Ok. Bon, on va dire Wachowski. Moi, j'ai l'habitude de dire Wachowski, mais on va dire Wachowski. Ok, je sais pas. Pour la continuité. Je suis habitué comme ça. Je sais pas quelle est la bonne prononciation. Je ne sais pas. Je crois que c'est polonais. J'ai un doute enfin, vu les. Bon, bref, c'est pas grave. Sinon, on peut les appeler les sœurs géniales, ça marche tout à fait. Voilà, exactement aussi. mais j'avais pas revu depuis. J'ai pas un affect énorme pour Matrix, même si ça me plaît et que c'est intéressant. Après, je suis beaucoup plus en amour avec Cloud Atlas, hein, évidemment. Je pense que si je devais choisir un film de leur filmographie, ce serait celui-ci. D'ailleurs, un petit rappel, si vous regardez sur le site moviesnerd.net, on a publié il y a pas longtemps notre top 10 de la décennie 2010 de toute l'équipe, et Cloud Atlas est plutôt bien classé, puisqu'on l'avait classé Morgane, toi et moi plutôt haut dans nos classements. Mais je suis vraiment content de ce classement parce qu'il met en lumière pas que des gros films non plus, pas que des films il y a pas que des films qui ont vraiment beaucoup fait de bruit ou qui ont beaucoup marché.
Et c'est super cool. Quand j'ai vu que The Tree of Life était dans le haut du panier, j'ai un peu halluciné. Ouais. Bah oui, mais parce que Morgane et toi-même, vous l'avez placé en 1 et en 2, donc du coup, ça fait beaucoup. Dans les calculs. Donc, non, mais je vous invite à regarder cet article. Et puis, si ça vous intéresse, à écouter notre podcast qu'on avait publié il y a de ça 1 an. Il me semble qu'on l'avait publié exactement il y a 1 an, jour pour jour. Aujourd'hui, on enregistre. Et du coup, on retourne sur la décennie 2010 en 2 parties. Et puis voilà, si ça vous intéresse, de rentrer plus dans le détail. Donc voilà, c'était juste un petit rappel, et du coup pour parler de Cloud Atlas, quoi, parce que évidemment il faut qu'on parle de Cloud Atlas. Et moi je pense qu'il faut qu'on fasse un podcast sur Cloud Atlas. Enfin, c'est un film, faut en parler. Voilà, c'est un film à explorer, à analyser. C'est ça. On peut même faire plusieurs épisodes. C'est clair. Non, mais c'est sûr. Et bon, moi je suis juste pour finir sur l'univers des sœurs Wachowski, je suis vraiment déçu. Du bid qu'a été Jupiter Ascending et du potentiel il y a un de ces potentiels dans cet univers, dans ce film qui pour moi a été fructifié, et ça aurait été tellement génial là pour le coup que ça se dérive soit pas en fait ce qui est dommage, c'est qu'elles aient été obligées de tout combiner en un seul film. C'est ça, ouais. Alors que ça aurait été génial en plusieurs épisodes, ou même en série, et Sense8 aussi. Sense8 c'était génial, et heureusement elles ont pu faire une fin. Mais et un peu plus ça nous passait sous le nez, quoi. C'est la pression des fans pour le coup qui a permis à ce qu'on ait une fin qui malheureusement rend justice à la série. Mais on sent bien qu'il a fallu charcuter pas mal de choses quand même, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr, je peux pas comment dire résumer finir tout ce qui s'était passé en 2 saisons en si peu de temps, quoi. C'est compliqué. Mais quelle bonne série. Ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, tout ce qu'elles ont fait, c'est incroyable. Et moi, je crois qu'il y a que Speed Racer que j'ai pas vu. C'est un des seuls aussi que je n'ai pas vu, d'ailleurs. Et Bound, leur premier film. Ouais, j'ai pas vu ça. Voilà. Mais bon, bref. Du coup, je finis du coup pour la découverte de Matrix. Donc, du coup, moi, découverte de Matrix, c'est plutôt assez tard. J'en avais entendu parler, bien évidemment. Quand c'était sorti directement, mais je sais pas, quand j'avais 6-7 ans, il y avait des parodies qui traînaient sur internet un peu de Matrix. J'étais tombé pas mal dessus, et je comprenais pas tout parce que j'avais pas vu les films, mais je trouvais ça marrant. Alors les parodies, je m'en souviens pas du titre, je sais juste que c'était comme je viens d'Alsace, et du coup c'était des parodies alsaciennes basées sur Matrix. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment très spécifique, mais j'essaierai peut-être de vous retrouver ça. Mais j'ai même pas revu ça depuis que j'étais petit, donc je sais pas si ça tient encore la route. Bref, du coup j'ai découvert Matrix comme ça par des petits extraits, et je me disais, le film derrière ce truc parodique, ça a l'air vraiment intéressant, mais je sais que mes parents l'avaient vu. Ils m'ont dit non, mais c'est pas pour toi, t'es trop jeune, voilà. Ce que je peux comprendre, hein, clairement, parce que à la vue du premier Matrix, il y a quand même des images plutôt, qui sont pas très recommandables pour un public jeune, j'ai envie de dire. Oui, non, c'est adulte, comme une ouais, vraiment. Et puis voilà, c'est bon. En France, il est sorti tout public avec avertissement, et aux États-Unis, il est sorti en classement R, donc un des plus sévères quand même. Donc ça peut dire la différence entre les deux pays. Ouais, mais je pense que le fait de voir le fait qu'on voit des gens se faire brancher, débrancher dans la nuque et tout ça, c'est des images qui sont assez fortes. Aujourd'hui, est-ce que... Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est toujours aussi puissant quand même, parce que c'est une image viscéral, qui est beaucoup utilisée par les caricatures aussi, je trouve. C'est vrai. Dans notre société, où quand on parle de l'ultra connexion, où on n'est plus du tout dans le réel parce qu'on est trop dans nos smartphones, sur nos smartphones et sur les réseaux et tout ça, on utilise beaucoup cette image-là. C'est vrai, de se déconnecter. La prise. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, du coup là, ils ont vraiment fait en sorte que, on parlera du film plus tard. Désolé, je commençais à interpréter déjà le fait que les humains sont des interfaces, etc. Bon, on parlera de ça plus tard. Du coup, moi je pense avoir vu le film. J'avais acheté le DVD dans une collection, Hachette ou un truc comme ça, les meilleurs films de science-fiction, je pense en 2010, 2011.
j'ai envie de dire. Donc, il y a à peu près aussi 10 ans. Donc voilà, je les ai vus à cette époque-là. Là, du coup, c'était la première fois que je les voyais. Et je suis tout de suite tombé fou amoureux de cet univers. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a complètement retourné le cerveau. Et je me suis dit, en fait, parce que j'aime beaucoup, à cette époque, j'aimais énormément et j'aime toujours la science-fiction. Mais à l'époque, c'était vraiment mon genre de prédilection avec la fantasy. Et je me disais, mais c'est fou parce que c'est un film de science-fiction, mais c'est encore plus profond derrière et c'est presque de la philosophie. Et je sais que c'est un peu devenu un cliché de dire ça, mais à l'époque, quand t'as 16 ans, enfin voilà, tu te poses pas de questions, tu te dis vraiment, t'as l'impression de regarder un truc qui te change ta vie. Et c'est un peu ce que Matrix a fait sur moi, quoi, clairement. J'en suis pas ressorti pareil. Du coup, les deuxième et troisième, j'ai dû les voir à peu près dans cette période, peut-être un petit peu plus tard, 2 ans, enfin un ou 2 ans après, je pense. Voilà, j'avais plutôt bien aimé, mais j'étais vraiment pas aussi passionné que par le premier film, en tout cas. Voilà. Donc voilà, on a fini sur notre découverte. C'était un peu long, désolé, mais bon, voilà, il faut bien raconter comment on a découvert ces films. Et du coup, je propose qu'on passe tout de suite à notre discussion sur le premier film. Juste avant qu'on commence, évidemment, on l'a pas dit, ça paraît évident, mais je préfère le prévenir pour ceux qui écouteraient pour la première fois. Dans ces podcasts hors série saga, on spoil totalement les films. C'est vraiment des podcasts pour ceux qui ont vu les films et qui veulent en savoir plus, qui veulent savoir notre avis, etc. Ou qui tout simplement veulent passer un bon moment en se remémorant ces films. Mais c'est vraiment pas pour ceux qui n'ont jamais vu les films et qui voudraient les voir. On vous conseille, pour ceux qui ont écouté jusque-là, de les regarder vraiment. C'est vraiment des films que je pense qui sont au moins le premier qui ont changé l'industrie cinématographique à Hollywood. Donc vraiment on vous conseille de les regarder. Et pour ceux qui ont déjà vu le film et qui sont là pour qu'on en discute, je vous propose qu'on passe tout de suite au premier film. Un petit rappel du synopsis. On a notre personnage principal qui s'appelle Thomas A. Anderson, qui est un jeune informaticien connu dans le monde du hacking sous le pseudonyme de Neo. Il est contacté via son ordinateur parce qu'il pense être un groupe de hackers. Ils lui font du coup découvrir que le monde dans lequel il vit n'est qu'un monde virtuel appelé la Matrice, dans lequel les êtres humains sont gardés inconsciemment sous contrôle. Du coup, Morpheus, qui est capitaine du Nebuchadnezzar, qui est le vaisseau dans lequel il se balade. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais on va rester sur la base. Du coup, Morpheus, c'est celui qui contacte Neo et qui pense que celui-ci est l'élu qui peut libérer les êtres humains du joug des machines et prendre le contrôle de la matrice. Voilà. Une fois, donc ça c'est le synopsis de base. Après, Neo va bien sûr se libérer de la matrice. Il va se préparer à combattre avec un programme préparé par Morpheus, et ensuite il va rencontrer l'oracle qui va le guider dans la matrice en faisant des prédictions sur son futur. Voilà. On parlera un peu plus de la suite après, je pense que c'était juste pour la base. Du coup, la réalisation, c'est les sœurs Wachowski ainsi que le scénario. Le film est sorti, comme je l'ai dit avant, en 99, donc le 31 mars 99 aux États-Unis et le 23 juin 99 en France. On trouve à la distribution Keanu Reeves qui interprète Thomas A. Anderson, donc Neo. On a Carrie Ann Moss qui interprète Trinity, donc la seconde du capitaine Morpheus qui est interprétée par Laurence Fishburne. Hugo Weaving qui interprète l'agent Smith, qui est un peu l'antagoniste principal du film.
Gloria Foster qui interprète l'Oracle, et puis après on a Joe Pantoliano qui interprète Cypher, qui est, il me semble, celui qui dirige le Nebuchadnezzar, donc le vaisseau. Marcus Chong qui interprète Tank, Matt Doran qui interprète le mulot, voilà son nom. Et puis voilà, je vais pas vous lister toute la distribution, mais je vous ai dit les principaux acteurs. Voilà. Du coup, Eddie, qu'as-tu pensé, enfin que penses-tu de ce film? Dis-moi ton premier ressenti quand tu l'avais vu. La première fois que je l'ai vu, donc comme je dis à chaque fois, j'ai pas forcément tout compris, parce que c'est quand même très nébuleux et c'est dense. C'est ça, c'est un univers dense et on te balance des informations à la gueule et t'as pas vraiment à quoi te raccrocher. En fait, t'as pas une barrière à quoi te raccrocher. Vraiment, Bah surtout que quand c'est sorti, moi je sais que quand j'ai vu Matrix, faut se dire que j'avais même pas d'ordinateur à la maison. Oui, voilà, c'est ça en plus. Donc quand c'est sorti à l'époque, c'était hyper avant-gardiste à ce niveau-là. Ouais. Et depuis, alors oui, je comprends mieux. Après, voilà, ces genres de films, faut quand même pas lâcher non plus. Ouais. Faut pas, enfin, c'est pas le truc que tu mets en fond et que tu regardes vite fait, quoi. Ouais, c'est clair. Sinon, tu risques de manquer pas mal d'informations importantes au déroulement. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mangé ce que je voulais dire. La première fois que tu l'as découvert, du coup, c'était un peu nébuleux. Ouais, c'est ça. Et après, là, j'ai plutôt parlé de quand je l'ai revu. Oui, voilà, quand tu l'as revu, du coup. Mais quand je l'ai revu vraiment, donc il y a une dizaine d'années, et pareil, là, il y a 2 semaines. Je dirais que oui, j'ai trouvé ça. Moi, ce qui me frappe en premier, en fait, c'est cet univers très sombre, très sombre, verdâtre. Mais c'est ce qui. Et je trouve que c'est ce qui. En fait, il y a une ambiance Matrix. Et maintenant, à chaque fois qu'on voit à chaque fois qu'on voit un film un peu dans ce style-là, tout ce qui est un peu univers cyberpunk et tout ça, tu retrouves toujours cette photographie et tout ça. Et en fait, c'est ce qui est intéressant avec Matrix, c'est que c'est un univers qui lui-même emprunte à beaucoup d'autres en termes d'inspiration, mais qui est devenu finalement lui-même une référence. Oui, c'est devenu son propre univers, sa propre inspiration, quoi. C'est clair. Bah oui, parce que du coup, des parodies de Matrix, il y en a eu beaucoup, et on a eu beaucoup de films qui ont fait des clins d'œil. Enfin, je me rappelle que quand Shrek 2 est sorti, par exemple, ou même le premier, il y avait des références à... Oui, il y a le bullet time. Donc, c'est ça. Ouais. Donc c'est très... Bah oui, ça ressemble... Enfin, c'est un film qui finalement s'inspire lui-même de beaucoup d'autres choses et qui a réussi à s'émanciper de ça pour devenir lui-même une référence. Donc rien que ça, déjà, en soi, c'est assez énorme. Oui, c'est sûr. Et au-delà de ça, après, le scénario derrière, moi je le trouve intéressant dans la mesure où il nous confronte à notre propre rapport à la technologie et au futur. Donc ça c'est toujours intéressant à mettre en avant, et il le fait de manière assez c'est pessimiste, mais en même temps comment dire, c'est pessimiste, mais en même temps, leur seule manière de se battre contre cette technologie, c'est d'eux-mêmes l'utiliser. Voilà. C'est ça. On n'est pas dans le manichéisme. On n'est pas dans un manichéisme où il y a le bien et le mal. Oui, si, il y a cette notion il y a un peu, mais c'est pas. C'est plus une notion de pouvoir, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et une notion de supériorité, parce que les machines. Il suffit d'écouter l'agent Smith parler. Les programmes considèrent bien l'espèce humaine comme largement inférieure et tout juste bonne à les servir, quoi. Et encore, parfois même, on sent bien que
l'agent Smith, des fois, on se dit que oui, s'il pouvait carrément se passer des humains et asservir des machines pour son propre bien, il le ferait, quoi. Ouais. Mais je trouve encore que dans le premier, il est pas autant démarqué que évidemment dans les deux suivants, parce que du coup, c'est que un agent, donc c'est un programme de sécurité dans la matrice qui est là pour vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de personnes comme Neo ou Morpheus qui se débranchent de la matrice ou qui se rendent compte qu'ils sont dans une simulation, quoi. Oui, c'est ça. Donc il a accompagné là de deux autres agents. J'ai un trou de mémoire. Ah oui, alors là, je ne les ai Agent plus. Brown et Agent Jones. Voilà, merci Wikipédia. Oui. Et c'est plus, ils sont tous les trois. Agent Smith se démarque un petit peu, mais ils fonctionnent quand même en trio. Ouais. À peu près dans quasiment tout le film, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, le fait d'avoir des programmes qui sont un peu des antivirus, quoi, clairement, puisqu'ils considèrent que, puisque le système, ce qu'il ne faut pas, c'est des êtres humains qui se réveillent et qui se rendent compte de leurs conditions, le système considère que ça, c'est des virus, et du coup, il envoie ses antivirus, donc ses agents, pour aller les éliminer, quoi. Complètement. Et voilà, il y a toute une imagerie autour de l'informatique, clairement. Et encore, je me dis, c'est assez fou de se dire que ce film est sorti en 99, même si Internet commençait un peu à être développé et les réseaux, etc., et informatique, mais c'était vraiment pas non plus Monsieur Tout le Monde qui avait une machine chez lui. Non. Voilà. Non. Ah non, moi je te dis, j'ai le premier ordi, j'ai dû l'avoir en 2002, 2003, quoi. Donc, moi, je l'ai eu en 2000. Bon, à la base, voilà, à la base beaucoup pour de les chance, cours, et c'est rapidement devenu l'outil pour jouer. En fait. Voilà, c'est ça. et en plus, moi, quand on l'a eu en 2000, c'était un ordinateur pour travailler pour mon père, etc. Mais faut rappeler que la plupart des ordinateurs n'étaient même pas connectés à Internet, ou alors, c'était moi, j'ai temps. pas eu Internet. Voilà. Oui, Internet, j'ai dû l'avoir qu'à partir de 2000. Moi, c'était 2008, au début, c'était je pense. 2006. Au début, c'était 2006 pour moi. Ouais. Mais je l'avais en 56K, quoi, en modem 56K à partir de 2003. Mais enfin, voilà, tu passais 10 minutes sur Internet et après, c'était fini, quoi. Donc, c'était pas. Honnêtement, je pense même avoir été sur Internet sur mon portable avant d'aller sur l'ordi. Avec le WAP. Avec le WAP, ouais. C'est énorme. Ouais. Ah là là, de sacrés souvenirs. Ouais. Mais tout ça pour dire que oui, Matrix, c'était quand même très avant-gardiste. Ouais. Forcément, aujourd'hui, ça paraît plus désuet quand on voit tout ça. Le souci, pour moi, ça pourrait ne pas paraître désuet. Le seul souci, c'est vraiment les cabines téléphoniques où ça. Ah bah oui. Voilà, il y a plus de cabines. C'est des reliques aujourd'hui, les cabines téléphoniques. Trouver une cabine téléphonique, faut y aller. Alors sauf à Londres parce qu'ils les laissent pour la carte postale. Voilà, c'est ça. C'est J'aime pas si elle fonctionne. Non, je pense pas. Ouais. Je suis pas sûr non plus qu'elle t'emmène au ministère de la magie, mais voilà, exactement. Mais non, c'est clair que du coup, à part cet aspect, je trouve qu'il a pas non plus. Enfin, voilà, les écrans sont cathodiques. Les machines et les claviers et les souris ne ressemblent, sont des gros machins. Ah oui, voilà. Non, forcément, mais c'est mais un film c'était la réalité de l'époque, de toute Ouais. façon. C'est à peu près ce qu'avait quelqu'un qui travaille dans l'informatique chez lui, quoi. À cette époque-là, quoi. Donc voilà. Non, nos écrans plats et tout ça, il y a plus. Ça, c'est clair qu'il y avait pas encore. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est pour ça que je trouve vraiment le film intéressant d'un point de vue même archéologique de l'informatique, quoi. Ouais. Parce que ça met, c'est une période vraiment très spécifique, quoi, de l'informatique qui est. C'est la période charnière. On est en plus avec Matrix, on est juste avant le bug de l'an 2000. Voilà, justement. En plus, la fameuse crainte du bug de l'an 2000. Ça se nourrit de cette crainte en plus pour voilà, c'est vraiment sachant que du coup le film a été tourné en 98. Ouais. Donc ils avaient bien 2 ans pour préparer leur coup. Ouais. Et voilà, c'est arrivé à pic, on va dire. C'est vraiment. Par contre, je me rappelle bien de l'effervescence à la sortie de Matrix. Les avis et tout ça, tout le monde qui disait
c'est trop bien. Par contre, on n'y comprend rien et tout, mais c'est génial. Les scènes d'action, tout ça, et ça, je me rappelle, ouais. Et je me rappelle de ma sœur, de l'une de mes sœurs qui avait des copines qui avaient vu et tout ça, elles avaient adoré. Elle y comprenait rien. et c'est pas du tout son genre de film. Ma sœur, elle regarde Clem et tout ça. Alors, elle est pas du tout le public visé pour Matrix. Mais mais bon, pourquoi pas. Mais du coup, oui, moi, je comprends rien à ce film. C'est pas, et moi, à l'époque, je pouvais pas lui dire, mais c'est pas fait pour toi, de toute façon. Oui. C'est sûr. Même moi, j'étais pas le public destiné à découvrir Matrix non plus, quoi. Ah oui, mais je me rappelle bien, par contre, de tout ça. Les avis des gens. L'effervescence à la sortie. Non, mais c'est sûr. Bien en tête. C'est pour ça, Matrix, moi, je l'ai toujours. C'est toujours un film que j'ai vu comme quelque chose qui a marqué, en tout cas, son époque. Ça, c'est sûr. Ah oui, mais de toute façon, que ce soit au niveau du public et de l'industrie, les deux ont été marqués considérablement par Matrix. Je pense que le film a démocratisé aussi les ralentis dans les scènes d'action. Ouais, justement, je voulais parler du bullet time. Justement, c'est l'effet un peu qui a marqué le public. Je lisais ça juste avant que la technologie avait été inventée par Emmanuel Carlier, donc il me semble que c'est un Français, en 95, donc c'était plutôt récent quand ils l'ont décidé de l'utiliser, et ça a été utilisé pour la première fois par Michel Gondry dans une pub pour Smirnoff en 97. Voilà. Ok. Si vous voulez le détail. Et la première utilisation cinématographique, c'était dans Perdu dans l'espace, Lost in Space de Stephen Hopkins en 1998. Okay. Voilà. Pour les petites infos, ça fait toujours plaisir. Oui, non, mais c'est bon. Voilà, et du coup, pour expliquer un peu comment ça fonctionne techniquement, c'est intéressant dans le making-of. Si vous avez les Blu-ray ou les DVD de Matrix avec le making-of, c'est très intéressant. Ou même, ça doit être sur YouTube, je pense, clairement. De voir comment ils ont fait cette scène. Et en fait, c'est vraiment une série d'appareils photo, donc plus d'une centaine, qui sont disposés en cercle autour de la scène et qui vont être déclenchés un à un, mais automatiquement à 1 milliseconde près, quoi, pour faire une scène vraiment qui tourne autour du personnage, tout en ayant cet effet de ralenti, puisque ça capture vraiment peu d'espace, enfin peu de temps, en fait. Ça fait que quelques secondes, donc du coup il faut ralentir l'image et du coup ça donne cet effet qui est si spécifique, quoi. Donc c'est vraiment voilà, ça a révolutionné beaucoup de choses, ce film. Comme tu disais aussi, l'image verdâtre comme ça pour signifier qu'on est dans la matrice, pardon, et l'image un peu plus grise, un peu plus terne, pour signifier qu'on est dans le monde réel. Donc sur le vaisseau, pour l'instant, dans le premier, on voit pas encore. On parle de la cité de Zion. Mais on la voit pas. On voit pas trop le monde humain, on voit pas trop le cadre du vaisseau, quoi. Ouais, je pense que c'était déjà je pense qu'au niveau du budget ça devait déjà être assez explosé pour un premier film, quoi. Donc je pense pas qu'ils ont balancé autant d'argent qu'ils ont fait que ce qu'ils ont fait dans les suites, surtout quoi. Qu'ils avaient pas du tout la certitude que ça marcherait, hein. Surtout, ouais. C'est un univers très particulier qui peut paraître assez fermé et tout ça. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et le pari de parler d'informatique au grand public à cette époque-là, il est pas si évident que ça, en fait, hein, clairement. Et puis de parler de monde, de monde un peu parallèle, etc., de simulation informatique. Enfin, c'est vraiment à l'époque, c'est vraiment pas encore super développé. Et même encore actuellement, je veux dire, les simulations de monde informatique se font, mais c'est pas non plus. Voilà, on n'est pas encore au niveau de la matrice, vous inquiétez pas. Même voilà. Là, on a le jeu vidéo quand même sur pas mal de points qui se rapprochent de. de la simulation de qui monde, peut être très immersif en termes d'univers. D'ailleurs, pour avoir joué à Cyberpunk depuis, alors forcément on y pense, hein. Oui, de toute façon Cyberpunk a été, du coup Cyberpunk à la base c'est un jeu de rôle papier sur table qui a été transposé en jeu vidéo, donc du coup le jeu de rôle papier date, il me semble, des années 80, début 90. Ancien, ouais. Donc, du coup, a sûrement inspiré Matrix dans ses thématiques.
de même que plein de livres de cyberpunk. Ouais. Et voilà, puis Blade Runner aussi, je pense. Blade Runner qui est un peu qui pose déjà des questions sur comment dire la vie de l'intelligence artificielle. Avec les réplicants. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut avoir une vie? Est-ce qu'elle peut être considérée comme une vie humaine ou une autre forme de vie? Ça, c'est des questions qu'on retrouve dans Matrix, mais qu'on retrouvait déjà dans Blade Runner. Évidemment, Blade Runner, une adaptation de roman de Philip K. Dick, voilà, qui date des années 60. Donc, on est vraiment au balbutiement, au début de. On est dans l'avant-gardisme voilà, pur. C'est ça, exactement. Et dans le visionnaire presque, du coup. Parce que clairement. pour le coup, là, les intelligences artificielles maintenant commencent à faire partie intégrante de nos vies. Voilà, exactement. En tout cas, dans certaines régions du monde. Mais déjà. Mais on en a, notre PC, c'en est une. Hein, donc, voilà. Notre smartphone. Comment dire, Alexa, c'est une intelligence artificielle. OK Google, Siri. Voilà, même si elle est. Techniquement, elle est développée, mais c'est pas non plus ce qu'on voit dans les films. Et de toute façon, voilà. Non, on n'est pas encore sur du iRobot, mais. Oui, clairement pas. Mais les lois de la robotique d'Isaac Asimov. Justement, Isaac Asimov aussi, du coup, années 50 encore, hein, donc ça c'est encore plus ancien, qui a posé les lois de la robotique, exactement. Donc vraiment, il y a tout un univers qui a inspiré le côté science-fiction et le côté intelligence artificielle et vie numérique de Matrix, qui l'a inspiré du coup. Mais il y a aussi du coup, pour parler de l'aspect visuel encore, moi je voulais parler absolument parce que c'est un petit peu mon dada, c'est le cinéma hongkongais des années 90, le cinéma d'action, principalement j'ai envie de parler de John Woo, qui semble être une évidence dans l'inspiration, par exemple pour tout ce qui est dans Bullet in the Head, donc une balle dans la tête, ou Les Associés, À toute épreuve, Chasse à l'homme, donc des films des fin 80, début 90, qui se retrouvent vraiment dans Matrix. Il y a aussi tout le cinéma de Tsuyark, qui est aussi très marqué, qui est un peu plus, qui parle un peu plus de la Chine d'antan, mais qui, au niveau des combats et de tout ce qui est l'aspect kung-fu, on va dire, de Matrix, il emprunte beaucoup à ce cinéma de Tsuyark qui a fait Il était une fois en Chine, pour parler du plus gros, la série Il était une fois en Chine, mais qui a aussi fait The Blade, et aussi le festin chinois, c'est autre chose, mais voilà, il a fait plein de films. Je vous conseille d'avoir Time and Tide, pour moi qui inspire plus les suites, parce que dans Time and Tide il y a beaucoup d'idées visuelles d'action qui sont très intéressantes et qu'on retrouve dans Matrix Reloaded surtout, et après un petit peu dans Matrix Revolution. Voilà, donc le cinéma hongkongais d'action des années 90, évidemment que c'est une source énorme d'inspiration pour les sœurs Wachowski lorsqu'elles font Matrix. Juste dernière petite source d'inspiration, parler de Ghost in the Shell, qui est un film, qui est à la base un manga de Masamune Shirow, mais qui est un film de Mamoru Oshii, du coup adapté des mangas, qui est sorti en 95, et qui parle justement de cyborg et de vie artificielle, et tous les questionnements qui se font là-dessus. Honnêtement, je vous conseille énormément de regarder Ghost in the Shell. De toute façon, clairement, pour moi, c'est un de mes films d'animation préférés, toutes catégories confondues, vraiment. Petite anecdote, je l'ai fait voir, je l'ai montré à ma copine il y a de cela 2 mois, et on venait de voir on allait voir Matrix, mais elle avait déjà vu le premier Matrix, donc, et elle l'aime bien, le premier en tout cas. Mais du coup, on allait voir Matrix, et elle avait plutôt en tête de voir Matrix, et du coup je lui ai dit, il faut qu'on voit d'abord ça, Ghost in the Shell, parce que c'est vraiment, pour moi c'est de là dont toute l'inspiration, quasiment toute l'inspiration, toutes les idées visuelles viennent de là, de ce film.
Et elle a dit vraiment, oui, ça ressemble. Enfin voilà, je lui avais pas vraiment dit que ça allait s'inspirer de Matrix. Elle me l'a dit d'elle-même, elle a dit ça ressemble vraiment beaucoup à Matrix, quoi. Et je lui ai dit oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'inspiration de cet animé et de ce manga, du coup. Et du coup, moi, si vous aimez Matrix et que vous n'avez pas vu Ghost in the Shell, je vous conseille de vous jeter dessus. Je n'ai pas vu l'adaptation cinématographique en temps réel avec Scarlett Johansson de 2017. Oh là là, oui. Je ne pourrais pas vous en parler. J'avais oublié ça. D'après les retours, c'est vraiment pas, vraiment, ne vous embêtez pas avec ça. Clairement. Visuellement, ça n'avait pas l'air trop mal. Voilà, ouais. Mais après. Mais honnêtement, si c'est pour voir des choses que j'ai vues en plus beau dessinées, pour moi, c'est plus intéressant de le voir à la source, quoi, vraiment. Et le film a pas trop vieilli. Honnêtement, il dure 1h20. Donc c'est plutôt correct et c'est court, ouais. Voilà, c'est très court et honnêtement on s'ennuie pas et c'est plutôt voilà, c'est vraiment voilà, on ressent toute l'inspiration de Matrix est là-dedans, je trouve. Donc voilà. Après avoir parlé des inspirations, peut-être parler un peu du film, parce que là j'aurais pu continuer encore sur les inspirations. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'inspirations, mais comme tu disais, ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit après devenu une référence en lui-même, qu'il ait pu centraliser toutes ces influences, les mettre un peu... on sent qu'il y a eu un espèce de passage de flambeau, en fait. Ah oui, totalement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait de ramener toutes ces influences diverses et variées. Donc oui, la science-fiction cyberpunk et le cinéma d'action hongkongais plus le cinéma de science-fiction puis même autres et tous les autres. Ouais. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est que oui, après le film nous parle de notre rapport au futur, aux intelligences artificielles et tout ça, mais il y a aussi des notions beaucoup plus grand public. Enfin, il y a une histoire d'amour, il y a le comment dire, la communauté aussi, il y a comment on fait pour survivre à travers une épreuve pareille, parce que se rendre compte qu'on est branché à une machine depuis que tout le monde entier autour de nous est un mensonge et que on se réveille dans un monde qui est complètement différent de celui qu'on connaît depuis qu'on est né. Comment psychologiquement on traverse ça, je trouve que c'est plutôt bien montré dans ce film, justement. Peut-être un peu moins dans les deux autres. Puis il y a aussi je vais pas arriver à l'exprimer, ça c'est assez dur. Ouais, non mais vas-y, on peut peut-être on brainstorm. Il y a aussi ce sentiment de quand Neo se réveille de sa capsule où il est endormi, ou quand il en rêve, je sais plus. Enfin, il y a un passage où Neo parmi tous les autres humains en fait connectés à la matrice. Et où il se réveille, il prend conscience de ça en fait. Que les humains servent de carburant, servent de leur fonction, enfin ils sont fonctionnels pour quelque chose de plus grand qu'eux et qui les domine en fait. C'est ça, exactement. Et c'est une séquence assez horrifique, hein, clairement. Ah oui, vraiment. C'est vraiment, enfin, il sort d'un cocon vraiment comme. Une espèce de chrysalide là. Une poche amniotique. Totalement. Mais c'est vraiment ça. Et du coup, c'est vraiment, il se débranche, donc il enlève les cordons ombilicaux, on va dire, pour faire dans la symbolique encore. Et ça fait vraiment écho, je trouve, pour le coup, dans Cloud Atlas, aux clones. Exactement. Les serveuses clones. Ouais, justement. Ouais. Et c'est... de toute façon, on retrouve pas mal de... Qui sont aussi fonctionnels, en fait, dans Cloud Atlas aussi. Hein. Elles sont dispensables et... oui. Voilà. Ils peuvent s'en passer, elles sont remplaçables. Voilà, elles sont remplaçables, exactement. Et déjà, là, ça amenait tout ça. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui aiment Matrix, et beaucoup de personnes pour qui le cinéma des sœurs Wachowski, c'est Matrix, disent, mais Cloud Atlas, c'est un peu plus gnangnan et tout ça, mais je suis pas d'accord parce qu'en fait c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Et puis il y a des thématiques très complexes, très sombres. Et il y a toujours il y a toujours mais après je pense que c'est lié à leurs conditions aussi. C'est un cinéma queer, hein, celui des sœurs Wachowski. Et après il y a la période récente où elles ont changé d'identité de genre, et du coup leur cinéma aujourd'hui fait écho à ça, et à l'époque aussi, mais peut-être pas dans la même mesure non plus,
mais il y a toujours eu ce rapport de l'humain confronté soit à d'autres humains qu'il domine, soit à une entité qu'il domine, soit à autre chose. Et ça, on le retrouve finalement dans beaucoup de leurs films, parce que on le voit dans Matrix, bien sûr, on le voit dans Cloud Atlas, toute la dernière période de Cloud Atlas, la période de après la chute de la Terre, en gros, où le monde revient à quelque chose de plus archaïque, où Tom Hanks il est confronté où le personnage de Tom Hanks est confronté à une tribu cannibale, et qui est clairement c'est eux qui mènent la danse, et les humains tentent de survivre et tout ça. Il y a ça, mais dans Jupiter Ascending aussi, finalement. Ah oui, totalement. Parce que là, dans Jupiter Ascending, on rappelle quand même que il y a 3 espèces de divinités qui règnent sur le cosmos, et en fait, les planètes et les systèmes solaires sont presque monnayables. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça va encore plus loin. Et c'est vrai que c'est une constante dans leur cinéma, et Matrix pose vraiment les jalons de ça. Et la scène où Neo, justement, sort de son cocon et prend conscience de ça est assez symbolique là-dessus, et elle est vraiment marquante, je trouve. Ouais. Non, mais c'est vrai, totalement. Et enfin voilà, c'est vraiment impressionnant la manière dont ils ont filmé ça, et la manière dont ils ont continué d'aborder ces thèmes-là au fur et à mesure. En fait, ce sont 2 cinéastes de l'émancipation, je dirais. Ouais, mais totalement. Et maintenant, ça fait vraiment écho à ce qu'elles sont, parce que finalement, elles sont devenues les êtres humaines qu'elles ont toujours voulu être. Voilà, en fait. Elles ont accompli. Elles ont, autant sur le plan personnel que sur le plan personnel, ça y est, je pense qu'elles sont en accord avec elles-mêmes. Et maintenant, au cinéma, en fait, ça se ressent, et ça a toujours été finalement, ça a toujours été ça. On sent vraiment qu'il y a toujours eu ce besoin d'élever, en fait, l'humain. C'est pas juste un personnage fonctionnel, c'est pas juste un héros dans un costume noir qui fait du kung-fu. C'est toujours plus complexe que ça. En fait, elles brisent les barrières, en fait, à chaque fois. Ouais, totalement. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près dit ce qu'on avait à dire sur Matrix. Ouais. Honnêtement, super film. Oui, si on doit vraiment en parler, oui. Voilà, en termes de technique, oui. Si on doit en faire une critique beaucoup plus classique, ouais, voilà, c'est pas ça. dans l'analyse, c'est au-delà du thème qui est passionnant. Ouais. En termes de technique, on l'a dit, c'est assez dingue. Les scènes d'action sont folles. Alors aujourd'hui, oui, il y a certaines images de synthèse qui ont un peu vieilli. Ouais. Mais honnêtement, comment dire, elles se font plutôt rares. Dans le premier. Voilà. Oui. Non, mais là, on parle uniquement du premier. Voilà. Elles se font. Comment dire, il n'y a pas une abondance, et on en parlera plus tard, d'effets visuels numériques. Voilà, il y a justement, c'est très. Comment dire, ils ont bien gardé, le dosage est bon, voilà. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, voilà. Le dosage entre les scènes d'action pure et dure, où il y a vraiment des effets physiques, et après les effets numériques est bien dosé. Les incrustations sont moins bien intégrées par la suite, parce qu'elles sont plus nombreuses. Ah oui, de toute façon. Ouais. Mais le premier a pour lui de justement être un peu plus humble là-dessus. Ouais, c'est ça. Et je pense que, après on va en parler dans les suites, mais je pense que c'est ce qui crée, il y a une cassure, il y a une fracture entre le premier et ces 2 suites, parce que justement on est dans le schéma d'une suite un peu plus classique qui doit faire plus fort et tout ça. Donc le premier a ce côté humble, je sais pas si c'est humble, mais en tout cas plus même plus dans la mesure, quoi. Ouais, voilà, clairement. Et puis, de toute façon, ils n'avaient pas un budget limité, clairement. Plus dans la mesure, mais sans pour autant ça veut pas forcément dire qu'il est pas impressionnant pour autant. Oui, de toute façon, on le ressent vraiment. Il y a une envie de raconter une histoire, et de faire des plans impressionnants.
à leur échelle, quoi. Et honnêtement, ça, comment dire, quand on est dans le film, moi, j'ai pas l'impression de voir un film qui se restreint, voilà, tout simplement. Oui, on sent qu'ils vont au bout de leur concept à chaque fois. Ouais. Mais le premier a ça pour lui d'être un vrai film visuel tout en restant mesuré et intéressant. Moi, c'est pour ça, je pense qu'il me plaît plus aussi, parce que finalement, l'histoire qui se poursuit après, elle est pas inintéressante pour autant, mais sur certains aspects, elle manque. Ça perd un peu en fougue aussi. Le format de la suite qui doit faire plus fort fait que ça perd aussi en fougue et puis en pertinence, je trouve, dans le propos. Et bon, on n'a pas parlé. Enfin, voilà, il y a aussi la pilule rouge et la pilule bleue. C'est devenu un peu. Enfin voilà, c'est un mème. C'est devenu un mème. C'est devenu iconique. Même avant que ça devienne un mème, c'était vraiment déjà iconique. Ça faisait partie du film, quoi, vraiment. Et ça représente bien tout le film, en fait, clairement. C'est dans cette question, est-ce qu'on veut rester contraint? Est-ce qu'on veut rester dans sa position plutôt agréable, ou alors se battre vraiment pour être libre? Et ça, c'est un peu ce qui fera les 2 prochains films, quoi, clairement. C'est toute la question du libre arbitre. Exactement. Et donc voilà. Oui, je voulais aussi parler de l'influence d'Alice au Pays des Merveilles, mais bon. Oui, bien sûr. Voilà, avec le lapin blanc, etc. Le lapin blanc, oui. Mais bon, le problème, c'est que je pense qu'on a déjà passé 30 minutes sur le premier film, et il faut qu'on passe un peu à la suite. Donc voilà, il y a plein de choses. Enfin, voilà, vraiment, je vous conseille moi, j'ai regardé quelques making-of du premier, et franchement, ils sont vraiment très intéressants parce qu'ils expliquent tout. Pas mal des influences et pas mal de comment ils ont fait le film techniquement, et pour ceux que ça intéresse vraiment, c'est plutôt bien fait, c'est très intéressant. Voilà. Je pense qu'on va passer au deuxième. Donc Matrix Reloaded, sorti aux États-Unis le 15 mai 2003, et il est sorti au Festival de Cannes en France le 15 mai 2003 aussi. Ah oui, il y avait Lambert Wilson et Monica Bellucci. Voilà, exactement. Donc, je m'en souviens pas, mais j'ai vu des images. Donc toujours réalisé et scénarisé par les sœurs Wachowski. Au casting, on retrouve le même casting. Il y a, comme tu l'as dit, en nouveau personnage, il y a Monica Bellucci qui interprète Perséphone. Il y a Lambert Wilson qui interprète le mérovingien. Randall Duke Kim qui interprète le maître des clés. Oui. Sing Ngai qui interprète Séraphin. Jada Pinkett Smith qui interprète Capitaine Niobe. Et puis on a aussi l'architecte Helmut Bakaitis. Bon, c'est un acteur que je ne connais pas, mais oui, mais il a une tête. Il a une tête très particulière. Il a une tête d'architecte. Oui, mais c'est un acteur qu'on a revu dans d'autres films, mais ça fait partie de ces acteurs dont on retient pas trop le. Voilà, exactement. Mais voilà, donc vous le saurez, Helmut Bakaitis. Voilà. Donc. La suite de Matrix, du coup, ça se passe 6 mois après les événements du premier. Neo, du coup, est en couple avec Trinity. Et il contrôle de mieux en mieux ses pouvoirs, du coup, d'élu. On l'a pas dit, mais du coup, dans le premier, c'est vrai qu'à la fin, il découvre qu'il peut contrôler la matrice en étant dedans. Donc c'est ça, les pouvoirs de l'élu, c'est vraiment de pouvoir contrôler la matrice, de contrôler le code de la matrice directement. Voilà, et pouvoir... c'est le hacker parfait, quoi. Voilà, le hacker parfait, exactement.
Du coup, dans le monde réel, Sion est sur le point d'être attaqué par 250 000 sentinelles robotiques programmées pour anéantir les derniers humains qui vivent du coup retranchés dans cette dernière cité, dans cette cité du coup, qu'on voit dans le film. Du coup, on voit enfin la cité de Sion. Voilà. Morpheus du coup tente de rapatrier un peu les habitants de Sion et en leur rappelant la parole de l'oracle que l'élu est capable d'arrêter la guerre contre les machines. Dans la matrice, Neo est confronté à une résistance croissante du coup de son ennemi qui est devenu l'agent Smith qui est du coup qui refuse d'être supprimé après sa défaite du premier et du coup il devient un programme renégat il se duplique, voilà, comme un virus, exactement. C'est ça. Donc c'est devenu lui le virus, l'antivirus est devenu virus clairement, et il parvient même à s'incarner dans le corps de Bane dans le monde réel. Pour rappel, Bane, il me semble que c'est celui on n'a pas déjà vu Bane. C'est un personnage, un nouveau personnage, mais qui fait un peu partie de l'entourage de Morpheus, on va dire, pour faire simple, il me semble. Oui, c'est ça. Hein. Après, on le revoit dans le 3. Voilà, il sera plus important. C'est un personnage qui est à cheval sur les deux films. Voilà, c'est ça exactement. Du coup, l'oracle charge Neo de retrouver le maître des clés pour pouvoir accéder à la source de la matrice. Mais le maître est prisonnier du programme du Mérovingien. Donc Neo, Trinity et Morpheus le libèrent au terme d'un périlleux combat contre les hommes de main du Mérovingien. Et ensuite, du coup, avec l'aide du maître des clés et des équipages du Nebuchadnezzar et de 2 autres vaisseaux, Neo parvient à accéder à la source et rencontre un programme appelé l'Architecte, à l'origine de la matrice. Du coup, celui-ci lui apprend que la matrice rencontre une erreur fatale et va s'arrêter, et lui confirme que Sion est sur le point d'être entièrement détruite, comme cela se serait déjà produit à plusieurs reprises par le passé. Donc ça, c'est quand même une information très importante. Neo est alors confronté à un choix cornélien, redémarrer la matrice, du coup rebooter à zéro, et choisir une poignée de survivants pour fonder une nouvelle fois Sion, comme ça a été déjà le cas précédemment, ou alors laisser la matrice s'arrêter elle-même et voir mourir tous les derniers humains, ceux encore connectés et ceux de l'actuel Sion. Donc l'architecte affirme que cette situation s'est déjà produite à 5 reprises, c'est ce que je viens de dire, et que tous les précédents élus ont choisi le redémarrage. Donc en fait, Trinity étant sur le point de mourir dans la matrice, Neo retourne dans la matrice et du coup il parvient à la sauver, mais le fait, il pourra plus redémarrer la matrice. Donc il a fait le choix qu'aucun élu n'a eu le courage de faire, c'est vraiment de laisser la matrice s'arrêter. Peu de temps après, du coup, le Nebuchadnezzar est attaqué et détruit par des machines. Donc le vaisseau de Morpheus est détruit. Tandis que son équipage parvient à s'échapper de justesse, Neo découvre alors qu'il a à présent le pouvoir de désactiver les machines par la pensée. Mais l'effort est tel qu'il le plonge dans le coma. Donc à la fin du 2, il est dans le coma. Donc l'équipage est secouru par un autre vaisseau. Morpheus et son équipe apprennent qu'une bataille ayant eu lieu pour freiner l'avancée des machines vers Sion a été un fiasco. Le seul survivant retrouvé est Bane, dans lequel s'est incarné l'agent Smith. Oui. Donc dans le monde réel, voilà. Et on finit sur un cliffhanger. Bien sûr. Voilà, j'imagine les gens au cinéma qui devaient être mince, mais c'est pas possible. Pourquoi? On veut savoir la suite. Surtout que, c'était rare de faire ça à l'époque. Je sais même pas si c'était déjà fait, parce que en 2003, on rappelle, le Retour du Roi, du coup, Seigneur des Anneaux, Retour du Roi sortait ou venait de sortir. Et même le Seigneur des Anneaux n'avait pas osé faire des cliffhangers aussi violents, où la vie de 2 personnages importants est complètement en jeu à la fin du film, quoi. Non, Peter Jackson le fera 10 ans. Il le fera bien plus tard. Avec le Hobbit numéro 2. Ouais. On s'en souvient tous, on a été traumatisés. Ouais. Faut attendre un an, putain de bordel de merde. C'était ça la réaction en salle. Ouais, mais c'est clair. Et du coup, là, les gens devaient attendre encore un an avant Révolution, puisque du coup, Matrix Reloaded et Matrix Revolution ont été tournés en même temps. Voilà, cette fois-ci, donc ça a été tourné quand même il me semble en 2002-2003 du coup, puisque voilà, le premier film de Reloaded est sorti en 2003 et Révolution en 2004. T'es sûr de ça?
Révolution 2000. Pour moi, ils étaient sortis la même année. Ah oui, non, c'est vrai. Un est sorti l'été et l'autre est sorti en fin d'année. Désolé, comme il est sorti en novembre 2003, j'avais fait un mélange dans ma tête, je suis désolé. Mauvaise information. Du coup, il est sorti vraiment la même année. Bon, il devait attendre 6 mois, mais il devait quand même être vert. Voilà. On va faire de mauvais jeux. D'où la volonté de vraiment scinder l'histoire en deux. Exactement. Ouais. Et donc voilà. Je vous ai un peu rappelé. Tout ce qui se passait dans ce film, il est chargé, ce film, beaucoup plus actionneur que le premier, beaucoup plus de scènes d'action, beaucoup plus de scènes numériques, on va dire. Je trouve que le numérique dans ce film il est quand même beaucoup utilisé, on ne va pas se cacher, mais il est moins apparent et moins bouilli que dans le troisième. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que on parlera du troisième après. J'ai certains problèmes avec cet aspect-là, principalement de ce film, dans le troisième, quoi. Là, je trouve que c'est encore... C'est un peu over the top, on va pas se le cacher dans celui-là, mais ça reste à peu près mesuré encore. Donc voilà. Du coup, Eddie, dis-moi ce que tu en as pensé. Alors le deuxième, j'ai un rapport un peu plus compliqué avec parce que justement je trouve qu'on perd en fait dans le deuxième tout ce qui faisait finalement toute la singularité du premier. Alors on retrouve des éléments propres au premier. Je dirais que le deuxième tient très bien la route pendant les 30-40 premières minutes. Ouais. Et qu'après après c'est plus compliqué quand même, je trouve. À partir du mérovingien, tu veux dire? Ouais. Quand le maître des clés est libéré, quoi. Ouais. Je trouve que ça... Toute la scène sur l'autoroute et tout ça, c'est... Ben, en fait, on est... dans le premier, même si dans la première partie, le début du film, même si je suis pas spécialement fan de tous les choix artistiques faits pour présenter Zion et tout ça, il y a une volonté quand même de nous présenter cet univers-là, le dernier bastion humain sur Terre. Après, on retourne dans la matrice, mais on est dans une matrice qui est moins sombre, je trouve, en termes de visuel. Et on est dans... Alors, les scènes, évidemment, elles fonctionnent. La scène de l'autoroute, elle est très impressionnante, mais je trouve qu'en fait, on gagne en grandiloquence ce qu'on perd en subtilité, en fait. Et je pense que c'est ce qui caractérise, en gros, les deux suites. Ouais. Je trouve. Totalement. Oui, totalement. Hein. Moi, je suis complètement d'accord. C'est vrai on a perdu un peu tout ce qui faisait. Pas tout ce qui faisait, mais une partie de ce qui était vraiment intéressant dans Matrix, c'est tout le fond, en fait. Vraiment. C'est ça. Et on a plus l'impression de voir une suite de scènes d'action qui sont extraordinaire. Moi, je repense à la scène de combat entre Neo et la multitude d'agents Smith. C'est une de mes scènes préférées du film. Je trouve ça incroyable. Les plans séquences sont dingues. Tout est aux petits oignons en termes d'action. Il n'y a pas de problème. La technique est bonne, tout fonctionne très bien. Mais tant qu'on est dans la matrice, tout ce qui est en termes d'effets spéciaux fonctionne bien. C'est cohérent, c'est bien incrusté. Mais par contre, après, le problème, c'est qu'on est vraiment plus dans l'actionneur pur. Dans l'actionneur futuriste slash science-fiction slash film de combat slash machin. Donc voilà, c'est un mélange de genres qui est un peu gloubi-boulga, quoi. En fait, le problème des deux suites, c'est qu'elles ont elles ont un peu c'est comme si tu avais marqué Matrix avec un petit astérisque à côté et en dessous tu vois mes versions menu best-of, quoi. Tu vois, tout ce que vous avez aimé dans le 1, on vous le remet mais en x10, quoi. Par contre du coup l'histoire on avait des trucs à raconter, mais vu qu'il faut qu'on fasse de l'action, on va simplifier le tout. Et le problème, c'est que malgré tout, ça reste une histoire assez nébuleuse et complexe. Et les dialogues sont pas forcément plus intéressants ici, donc
on peine parfois quand il dit des ouais, quand il dit des vacheries en français, ouais. Voilà, ouais. Je vous conseille si vous regardez le film en VF, au moins mettez en VO juste pour ce passage parce que c'est assez incroyable. Mais ouais, non, c'est clair que tu perds en fond au niveau des dialogues, au niveau des personnages aussi. Enfin, comment dire, les motivations des personnages sont moins bien expliquées, je trouve. Et puis c'est surtout elles ont quelque chose d'un peu moins universel. Ah oui, totalement, ouais. Parce que Neo, ben voilà, après ça s'embourbe un peu dans le côté trop romance aussi. Alors moi, c'est pas que les romances ne me gênent pas, hein. Je dis jamais non à une belle histoire d'amour, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est pas forcément l'univers qui s'y prête non plus. Et c'est surtout que quand on parle de la lutte des derniers humains sur Terre face aux machines qui les dominent, le cadre le prisme de l'histoire d'amour fait un peu trop, c'est un peu trop léger, quoi. Ouais. C'est ça. C'est vrai que ça. Ouais. C'est pas aussi maladroit qu'un Star Wars épisode 2 où on est obligé de parler de l'histoire d'amour parce qu'il faut absolument faire le lien avec la trilogie d'après. Ouais. Mais on n'en est pas à ce point-là, hein. On n'en est pas sur des phrases j'aime pas le sable et compagnie. Voilà, où on se roule dans le. Oui, où on roule dans les champs verts de Naboo et tout ça. Non, on n'est pas dans le. Non. Non, c'est quand même plus profond que ça. Mais par contre, ça reste quand même un peu plus superficiel, quoi. En fait, comment dire, moi, quand je vois ce film, j'ai pas vu assez la relation Neo-Trinity se développer ou comprendre ce qui fait que leur relation est si spéciale. En fait, je comprends pas pourquoi il choisit. C'est compréhensible dans l'histoire du film, mais si on est vraiment logique, on va dire, comme une machine, normalement, il devrait choisir de redémarrer la matrice, quoi. Après, il y a des belles scènes entre Neo et Trinity, plus dans le troisième, je trouve. Mais après, c'est plus, je pense que leur relation de confiance mutuelle est beaucoup plus intéressante que leur simple histoire d'amour, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est plus développé dans le 3, justement. Bah, pour le coup. C'est pour ça que je. Toi, t'as une petite. C'est pour ça que oui, dans ma critique, je dis que finalement, à bien y réfléchir, je préfère quand même le 3. Parce que le 3, je trouve qu'il embrasse plus toute sa dimension vraiment action, même si c'est pas toujours joli. Mais il y va à fond, mais en même temps, il apporte aussi une vraie conclusion à l'histoire des personnages et à leur motivation. Je trouve. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire du coup oui, enfin après du coup on voit pour la première fois Zion et comme t'as dit il y a des choix graphiques qui font un peu qui font un peu rigoler maintenant parce que je trouve que ça fait très surtout genre la scène de danse / orgie slash enfin bref ça fait très MTV années 2000, enfin vraiment c'est exactement voilà, ça. pub Yop, enfin vraiment si vous n'avez pas connu cette époque, c'est un truc, ça vous remet dedans. Ça a été ce passage bizarre des années 2000 où on avait des restes des années 90, 80 où on se permettait, où la nudité était plus présente et tout ça, et on arrive sur sur la période très puritaine que l'on vit maintenant où les nénettes ça les choque pas, enfin les nénettes et les mecs aussi ça les choque pas de se mettre à poil sur TikTok, mais par contre les Américains dès qu'ils voient un sein au cinéma, ça y est, c'est plus possible, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et on est en 2000, on était dans la période transitoire. Voilà, c'est ça exactement. Et on y est arrivé après progressivement où les films grand public qui ont commencé à être où on a commencé à être beaucoup plus, ça a été plus compliqué de faire accepter. Oui, non, mais comment on dit, les moins de 12 et tout ça en salle, où ça a été plus complexe. Les restrictions. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à progressivement. Je me rappelle, il y a le cas du Harry Potter et la Coupe de Feu qui a commencé à être classé pour un public plus averti parce que Harry avait le bras qui saignait à la fin et tout. Alors que,
Oui, et que la teinte de la caméra est un peu plus sombre. C'est ça. Mais du coup, Matrix 2 et 3, on est dans cette période de transition. Ah oui, totalement. Ouais. Et je trouve que oui, effectivement, quand tu parles du côté MTV de Zion et tout ça, c'est assez représentatif de ça. C'est vraiment ça, vraiment. Ouais. Et, enfin voilà, c'est une époque, hein, clairement. C'est vraiment, faut se replonger dedans. Ouais. Mais maintenant, actuellement, ça fait un peu rigoler, quoi. Vraiment, ouais. c'est kitsch, hein. Voilà, c'est un peu comme maintenant les années 80 reviennent, tu vois, mais c'est comme dans les années 2000 quand on voyait des gens habillés dans les années 80, on se foutait de leur gueule, quoi, vraiment, parce qu'on se disait que c'était vraiment pas possible d'avoir des... Et même actuellement, il y a certains trucs qui passent pas, hein. Mais voilà, quoi. Non, mais c'est clair, c'est toute une époque et c'est bien représenté. Donc, mais c'est vrai que oui, ça a cette petite ambiance Pimp My Ride et tout ça. Voilà, exactement. Ouais. Mais vraiment, avec des longs ralentis, enfin voilà, c'est vraiment très. Mais voilà, mais écoute, hein, c'est. Après, voilà, mais bon, bon après les sœurs Wachowski, c'est pareil, elles ont, je pense que c'est dans leur ADN aussi. Enfin, faut. Oui. Je sais plus si c'est Lana. Si c'est Lana. Bon ben Lana, faut voir. Elle a une sacrée touche aussi. Hein. Je pense qu'elles aiment ce côté très décalé, un peu. Ah oui, totalement. Lana avec ses cheveux roses et tout ça. Je voulais dire pour le film, à l'époque, je pense que ça a pas choqué. Non, non, bien sûr. Tu vois. C'est que maintenant, comme on le voit. Mais je pense que c'était déjà en accord. Eux déjà étaient complètement décalés. Ouais, donc, ils ont toujours été en marge, quoi. Donc, oui, complètement, ouais. Voilà, mais c'est ce qui les rend, c'est ce qui les rend géniaux aussi. Donc, mais aujourd'hui, oui, elles gardent cet esprit-là. Mais c'est vrai que quand on voit Sense8, c'est beaucoup plus mesuré, c'est beaucoup plus. Parce que Sense8, c'est très sulfureux, hein, quand même. Hein. Oui. Mais comment dire, je sais pas. C'est on n'a plus le côté kitsch. Ouais. Voilà. Ouais. Peut-être que dans 20 ans, ce sera kitsch. Et mais ce sera peut-être hyper kitsch dans 20 ans, mais, voilà, pour le moment. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Mais Matrix, je pense que je suis pas persuadé que les choix artistiques faits pour représenter les derniers survivants humains étaient déjà très pertinents en 2000. Ouais. Mais on peut les comprendre. Voilà, c'est ça, on peut les comprendre. C'était dans la période, dans l'époque. C'est ça, c'était dans l'air du temps. Voilà, exactement. Et du coup, enfin, moi, personnellement, le film, ce que j'en pense, pour faire plus large, du coup, c'est un film où je passe, honnêtement, devant, je passe vraiment un bon moment parce qu'il y a des scènes d'action incroyables. Il y a des... je trouve que les scènes, que ce soit avec le Mérovingien ou alors... en fait, la scène que je trouve la plus intéressante, c'est vraiment avec l'architecte, clairement. C'est une scène qui m'a énormément marqué. Le fait qu'on voit toutes les réactions possibles et différentes de Neo sur un mur géant de télévision. Ouais. Je trouvais ça incroyable. Même quand je l'ai vu à 16 ans, donc c'était je sais pas, 12 ans ou 13 ans après la sortie du film, je trouvais ça, je trouvais l'idée vraiment géniale, quoi. Le fait de voir la multitude, les différentes possibilités de réaction et d'émotion sur la télé en face. Je trouve ça, c'est beau et en même temps c'est flippant un peu. Je trouve. Voilà, c'est un peu cauchemardesque en même temps, donc, mais ça fonctionne super bien, quoi, dans le film. Et voilà, pour moi, toute cette scène de dialogue avec l'architecte, c'est peut-être une de mes scènes de dialogue préférées du film, quoi, clairement. Et c'est aussi pour ça et pour ces idées visuelles, celle-ci, hein, que j'aime beaucoup, que j'ai une petite préférence pour celui-ci, même si je te rejoins sur le fait que la relation entre Trinity et Neo dans celui-ci, elle est vraiment pas bien exploitée. Et même, il y a une relation entre Morpheus et Niobe qui est aussi un peu bancale. C'est très anecdotique, même, je trouve. Voilà, c'est très anecdotique. Et voilà, il y a toute une histoire avec... Il y a le capitaine. Alors maintenant, je vais pas retrouver son nom, mais le capitaine je crois que c'est dans Locke. Oui. Locke, il me semble, qui est du coup avec Niobe actuellement, mais Niobe était anciennement avec Morpheus. Et c'est ça, en fait, ils ont... tout un triangle amoureux. Ouais, ces histoires de Love Interest, là, ils sont...
Oui, en fait, on s'en passait bien, quoi. Ouais, et enfin, le truc, c'est que si ça avait été mieux développé, ça aurait pu être ça aurait pu être intéressant, justement, parce que le fait que Morpheus, justement, continue de... C'est un peu évoqué, le fait que Morpheus continue, même si personne ne le croit, même si personne... Enfin, il y a du monde qui croit, mais il y a beaucoup de monde qui dit mais tu racontes des bêtises avec tes histoires d'élus et tout ça, ça n'a rien. Enfin, voilà, tu crois vraiment, tu crois vraiment à des sottises ou à des contes pour enfants, mais lui, il continue d'y croire et il sait que c'est sa vérité, c'est la vérité que l'oracle lui a professée. Et du coup, lui, il y croit dur comme fer, et même si ça lui coûte sa relation avec Niobe, il va continuer. Et c'est ce qui lui a coûté sa relation avec Niobe. Et du coup, le commandant Locke, il me semble, que c'est lui, lui, il est plus terre à terre, il est plus, il y a 20 000 machines qui viennent pour 250, je sais plus le nombre. Oui, lui, il est 250 dans les faits. Voilà, il est dans les faits. Il y a 250 000 machines qui sont en direction de Zion, qui sont surchargés et surarmés, et il faut peut-être qu'on se prépare à défendre notre dernier bastion, parce que sinon on va tous crever, quoi. Oui. Et il y a cette dualité entre comment dire, il y a la foi et la raison, foi, quoi. la prophétie et la raison, vraiment. Il faut qu'on fasse quelque chose vraiment tout de suite, quoi. Et tout cet aspect-là est plutôt intéressant dans le film, même s'il aurait pu être plus développé, je pense, et qu'on aurait pu se passer de certaines scènes anecdotiques avec, par exemple, comment il s'appelle, c'est le petit là qui va devenir après le super-héros dans le 3 là, qui est un peu un genre de stagiaire de Morpheus, qui fait ses je vois ce que je vois de quoi tu parles, mais j'ai plus son nom non plus. J'ai plus le nom non plus, et je vais pas le trouver là sur Wikipédia parce que c'est un peu compliqué, mais non, voilà, il récupère des sacs, il est fan de Neo, voilà, et du coup toute cette partie là, je trouve que comment il s'appelle, c'est un peu trop, quoi, et qu'on aurait pu se concentrer sur 2-3 points maximum, mais là en fait elles s'étalent un peu trop, je trouve, sur ce film. Elles veulent tout développer, mais pas assez, en fait, et c'est un peu le problème de ce film, qui a un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est pas Link? Non, c'est pas Link. Non, je crois pas que c'est Link. Je sais plus. J'ai plus. Faut que je vois la tête du. Non, c'est pas Link. Mais bon, bref. Après, c'est pas grave, oui. c'est pas grave. Voilà, de toute façon, vous voyez à quel point il nous a marqué, ce personnage. Voilà. Mais donc, moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment, visuellement intéressant. Je passe un bon moment devant, mais je sais que je vais pas retrouver la magie que j'avais devant le premier Matrix, en tout cas. Voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On n'a pas parlé de la musique, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est un peu important, même si c'est pas non plus le truc le plus important. Il y a toujours un titre de Rage Against the Machine. À la fin du premier de Matrix 1, il y en avait déjà un, là il y en a un autre, et puis il y a des chansons de Linkin Park dans celui-ci, du coup, Reloaded, de Linkin Park, Marilyn Manson, Rob Zombie. C'est un peu une carte postale il est beaucoup plus commercial aussi, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y avait déjà de la chanson commerciale, hein, dans le premier, mais c'était quand même un peu moins présent. Là, c'est vraiment, comment dire, on accepte le fait que Matrix, c'est un film grand public, quoi, vraiment, c'est ça. et que tout le monde va y aller. Même ceux qui n'ont peut-être pas compris le premier iront le voir parce qu'il y a un tel engouement qu'ils voudront bien savoir la suite de ce film, quoi. Et du coup, pour les ramener, il faut des choses qu'ils connaissent, dont des musiques qui sont qui passent à la radio à l'époque où ça passe, quoi. Donc voilà. Tu as d'autres choses à rajouter sur Reloaded ? Non. Ok, passons à la suite.
avec Revolutions, la suite et la fin, puisqu'on parlera après de Matrix 4 qui est en production, ce qu'on croyait être la fin jusqu'à il y a quelques années. Alors là, le synopsis sur Wikipédia fait 15 pages, honnêtement, donc je vais pas tout vous détailler parce qu'en plus, personnellement, même après l'avoir vu, je crois que je l'ai vu 2 fois ce film ou 3 fois max, je suis pas sûr d'avoir pigé tout à 100%, honnêtement. Donc tout ce qu'il faut savoir, c'est que du coup c'est vraiment la suite directe de Matrix Reloaded. Neo se réveille de son coma, ainsi que Bane du coup qui est toujours qui a l'agent Smith en lui on va dire. Ouais. Et du coup Neo va voir l'oracle une dernière fois. Du coup elle lui fait comprendre qu'il doit se rendre à la ville des machines, le vrai emplacement de la source, et que Smith, donc qu'elle définit comme le double négatif de Neo, est la clé de la fin de la guerre. Donc après le départ de Neo, Smith et ses clones arrivent et l'oracle le laisse l'absorber. Donc c'est plutôt triste à ce moment-là. Moi l'oracle c'est un personnage que j'aime beaucoup en plus. Donc c'est un peu l'avoir bon, elle sait ce qui va se passer, quoi, mais bon, l'avoir accepté son destin comme ça. Le truc, c'est que c'est un peu la figure rassurante. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dis, oh, il y a du bordel un peu partout, mais bon, l'oracle, elle est là, elle saura quoi faire, quoi. Mais même elle, là, elle est pas sûre à 100%. Enfin, elle dit d'aller du coup voir vraiment la source. Donc c'est là où sont la ville des machines, quoi, vraiment, où les machines vivent, clairement. Dans le monde réel, pas dans la matrice. Donc à Sion, le commandant Locke du coup organise la résistance avec des machines qui s'appellent les APU, donc les robots pilotés par des humains, qui sont genre avec des canons mitrailleurs à l'intérieur, machin. Bon, c'est pas très intéressant. Enfin, ça sert à se défendre des machines qui arrivent. Et Neo et Trinity du coup sont à bord du Logos, donc un nouveau vaisseau, et s'apprêtent à prendre la route de la ville des machines. Mais c'est à ce moment qu'ils réalisent qu'ils ont un passager clandestin, donc Bane, qui s'est infiltré dans ce vaisseau. Et il affronte Neo, révélant qui il est, pardon. Et il réussit à aveugler Neo en lui brûlant les yeux avec un câble électrique, avec une scène plutôt violente, j'ai trouvé. Oui. Ouais. Le résultat est assez dégueulasse. Ouais, voilà. Le résultat est effectivement dégueulasse, mais effectif. Manifestant du coup ses pouvoirs réels, Neo voit et fait. En fait, il ressent Smith à l'intérieur de Bane et le tue. Voilà. Donc là. Il a tué Smith dans le monde réel, mais il reste encore Smith dans le monde, dans la matrice, quoi, avant qu'il puisse s'infiltrer encore dans le monde réel, parce qu'il se multiplie à foison dans la matrice. Donc à Sion, du coup, les machines débarquent et les humains se battent pour ce qui semble être une éternité pour le spectateur qui était moi. Vraiment. Même si j'aime ce genre de truc, là c'est vraiment, je trouve trop. Du coup, les humains se préparent pour un barreau d'honneur. Pendant ce temps, grâce au pouvoir de Neo, le Logos franchit les défenses de la ville, de la machine, et s'y écrase. Neo survit, mais pas Trinity qui succombe au crash. Donc Trinity est morte, c'est triste. Oui. Là, la scène est vraiment, vraiment triste et bien, j'ai trouvé, au niveau émotionnel. Donc l'élu se présente donc devant la Deus Ex Machina, pour pas faire plus littéral, interface centrale de la ville machine et dirigeant suprême des machines du coup, et lui propose alors de le débarrasser de leur ennemi commun, Smith, puisque en échange de la paix avec les humains, puisque Smith est un ennemi maintenant des machines et de Neo et des humains en même temps. Il déteste tout le monde sauf lui en fait. Ou l'art de se faire des amis, quoi. Voilà. Du coup, à Sion, ils attendent la seconde vague des machines, mais elles n'attaquent pas, puisque les machines attendent de voir si Neo réussira à vaincre Smith dans la matrice. S'engage un combat épique et digne
du meilleur Dragon Ball Z, du meilleur combat Dragon Ball Z que vous avez jamais vu, entre Neo et Smith dans la matrice. Voilà, et ensuite, du coup, Neo laisse Smith l'absorber, et les machines peuvent accéder à Smith par l'intermédiaire de Neo et supprimer le virus, réinitialisant la matrice par la même occasion. Le corps de Neo est emmené dans la ville des machines pour un sort inconnu et disparaît au loin, emporté par une machine. Morpheus est le premier à comprendre que Neo a réussi, et après avoir posé son arme au sol, s'approche des machines qui ne manifestent aucune agressivité. Les sentinelles quittent alors Zion en la laissant intacte. Les humains se réjouissent et fêtent cette victoire. L'oracle Séraphin et Sati contemplent le magnifique lever de soleil créé par cette dernière en l'honneur de Neo. L'architecte annonce que les humains rejetant la matrice pourront en sortir librement s'ils le désirent, mais il dit que le jeu de l'oracle était dangereux. L'oracle suggère que Neo pourrait réapparaître et dit qu'elle avait la foi quant à la fin de cette histoire. Voilà, donc tout est bien qui finit bien, sauf pour Neo, on ne sait pas où est-ce qu'il il est parti, malheureusement. Très christique, hein, comme légèrement. Voilà, comme fin, mais bon. C'est un film américain. Après, on va pas le oui, et puis bon, après, si on va parler, de toute façon, il y a une dimension christique depuis le début. Hein. Ah oui, de toute façon, hein, donc, voilà. Non, c'est vraiment. Mais là, on n'a pas vu Neo marcher sur l'eau, mais parce qu'il a jamais eu besoin d'y aller, quoi. Oui, voilà. C'est parce que, ouais, non, c'est clair. Donc voilà, pour résumer un peu vite fait, même si c'était pas trop vite fait, mais au moins vous savez un peu les enjeux. Et moi, je l'ai un peu plus clair aussi dans la tête, parce que clairement, à chaque fois que je le vois, je me dis mais attends, parce que je trouve que le montage de ce film est un peu chaotique. Aurait pu être meilleur, clairement, pour la compréhension de tout le monde. Je trouve qu'il fait que le film devient plus, j'allais dire vaseux, mais c'est pas le bon terme, plus complexe qu'il n'a besoin de l'être, en fait, clairement. Ouais. Donc au niveau du réalisation scénario, on a toujours les sœurs Wachowski. C'est sorti du coup, comme je l'ai dit avant, le 5 novembre 2003, sortie mondiale, donc voilà, partout en 2003. Et au niveau des acteurs, on a à peu près tout le monde, toutes les personnes qui ont survécu aux 2 derniers films se retrouvent dans ce 3e film, voilà. Donc Eddie, tu me disais que c'était ton 2e film préféré après le premier. Donc, oui, alors après... Ouais, faut choisir. J'aime vraiment beaucoup le premier, et après les 2 autres, je les aime bien, mais voilà, je déteste pas la trilogie Matrix. Mais c'est juste que j'ai pas le même affect pour les deux suites, quoi. Ouais, c'est compréhensible. Je trouve qu'elles sont objectivement moins réussies, et puis elles me passionnent moins pour le coup. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin. Ah, il y en a pour qui? Non, c'est vraiment 3 films, c'est une histoire sur 3 films pensés comme ça. Ouais. Moi, je trouve quand même que les 2 suites, on sent que voilà, elles n'étaient pas forcément prévues au départ, et on sent bien le rajout. En fait, on sent qu'ils ont brodé autour de ce qu'ils avaient. Ouais. Et qu'ils ont dû le faire peut-être dans la rapidité. La précipitation, ouais. La précipitation, ouais. Et ça a peut-être causé du tort à l'histoire, en fait. Ouais. Qu'ils voulaient raconter à la base. Après, voilà, c'est pas un horrible film, c'est pas des horribles suites, c'est des suites qui se tiennent quand même, mais c'est clairement, voilà, c'est vraiment par rapport au premier, on est quand même un peu loin, quoi. Donc ouais, dis-moi ce que tu en as pensé de cette. Après, moi je dirais que comme j'ai dit juste avant, en fait, je trouve que le problème du 2, c'est qu'on perd en subtilité ce qu'on gagne en grandiloquence, donc forcément c'est moins intéressant dans le fond, c'est moins intéressant, même si sur la forme ça reste toujours impressionnant. Ouais. Mais en fait, je trouve que le 3 arrive à trouver un juste milieu là-dedans. Les scènes d'action fonctionnent et elles ont du sens, et il y a quelque chose d'un peu iconique. Je pense à la scène où ils sont sur les docks pour repousser les machines. Déjà, je trouve que visuellement ça a quand même de la gueule, certains passages quand ils sont dans les espèces de APU, les APU. Ouais, les espèces les robots. un peu à la Avatar, quoi.
Ouais, oui, c'est vrai que Avatar, c'est clairement. Ah oui, pour le coup. Et je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli. Autant le visuel des machines. Mais en fait, les machines, je pense que le problème, c'est qu'elles volent. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait que ça rend moins bien. Que ça paraît moins. Ouais, mais du coup, cette scène-là, par exemple, me marque quand même. Il y a l'héroïsme fonctionne bien, voilà. Après, l'histoire de Neo. Heureusement, la conclusion n'est pas trop mal, même si on sait pas trop où il va, mais ça fait quand même sens avec le dernier dialogue de l'oracle. Mais voilà, après c'est un sacrifice de toute façon. Donc j'ai envie de dire, peu importe où il soit. Trinity, elle s'est sacrifiée, Neo s'est sacrifié. Donc ici, on a vraiment les figures de héros fonctionnent bien. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est ça, c'est que je trouve que le film réussit mieux ce que tentait de faire le 2, quoi. Mais ils se dépassent de pas beaucoup l'un l'autre. Comparé au premier, oui, je trouve qu'il y a toujours cette fracture entre le premier avec son univers beaucoup plus sombre, poisseux. C'est quand même sombre, mais on est plus dans. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça paraît plus. Mais dans le premier, tout est détail en fait, je trouve. Ouais. Comparé aux suites. C'est vrai. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Et pour moi, alors, il y a la scène du combat entre Neo et Smith que je trouve vraiment impressionnante. Alors, c'est clair que il y a certains passages qui ont vraiment vieilli quand ils volent et tout ça. Enfin, oui. T'as l'impression de voir un jeu PS2. J'exagère à peine. Un petit peu, oui. Mais voilà, le fait est que le combat est quand même impressionnant. Tu sens l'influence vraiment. En fait, dans ce film. Pourquoi je l'aime un peu moins, c'est je ressens encore plus l'influence manga et animé, et c'est pas que j'aime pas les mangas et les animés, mais c'est juste que tu sens qu'ils ont vraiment voulu faire un animé en live action ou un manga en live action comme ils le voyaient, comme ils le ressentaient, mais qu'ils ont. Enfin, le problème, c'est que les technologies étaient vraiment pas assez poussées pour faire ce genre d'effets visuels à l'époque. Et puis même, je trouve que même les machines, elles ont de la gueule, mais leurs influences, c'est par exemple Evangelion ou tout ce qui est Gundam au Japon, tout ce qui est robot piloté par des humains, ou Pacific Rim pour parler de quelque chose qui est plus récent et qui, je trouve, fonctionne mieux là-dessus, même si on parle de robots géants et pas de robots à taille humaine. Sur Matrix, on ressent cette influence, on sent qu'ils veulent faire ça, mais ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on sent qu'il y a de la passion derrière, on sent qu'ils sont toujours inspirés par leur sujet, mais il y a un truc qui va pas, et honnêtement, j'arrive pas à me l'expliquer, et c'est pour ça que, pour moi, la bataille entre les humains et les robots, honnêtement, je pense qu'elle dure 25 minutes dans le film. Vraiment. Oui, c'est assez long. Ouais. C'est vraiment très, très, très long. Et j'aime bien ce genre de scène d'habitude, mais là, je trouve que c'est... il y a quelque chose, déjà à la base il y a quelque chose qui fonctionne pas dans l'effet voulu visuel, mais en plus ça donne des bouillies de pixels à certains moments, vraiment, où il y a des oui, c'est ça le problème, c'est que c'est pas toujours lisible, mais bon, après je pense que là c'est vraiment pas lisible. Le film accuse aussi le temps, et voilà. C'est surtout qu'il faut quand même se dire qu'aujourd'hui on le voit nous on le voit sur des écrans Ultra HD et 4K. Ouais. Et il n'a pas été pensé pour ça non plus à l'époque. Ouais, donc, oui, ouais, c'est vrai. Je pense que ça joue un petit peu, malgré tout, sur notre ressenti au niveau du visuel. Parce qu'après, peu importe ce que ça donne à l'image, l'ambition visuelle, elle est là, en fait. Ah oui, de toute façon, elle est présente. Elle est présente. Mais et il y a toujours une vraie proposition quand même. Artistique. Oui, c'est ça. Ça, on peut pas leur enlever. Je pense que là-dessus, ils essayaient vraiment de se démarquer. Ouais. Après, et à nouveau, ça ressemblait pas vraiment. Enfin, ça ressemblait à presque rien de ce qui était sorti à l'époque. Après, il y a eu des. On va dire au niveau américain, on va dire que. Au niveau américain, oui. Il y avait rien. Sur le cinéma grand public dans américain. Le cinéma hollywoodien, il y avait rien qui ressemblait absolument à ça. Rien qui ressemblait à ça. À part peut-être le robot dans Aliens.
qui est piloté par Ellen Ripley. C'est le seul robot qui ressemble à peu près et qui est dans un genre similaire, donc science-fiction à peu près grand public, qui peut se rapprocher. Mais du coup, on n'est pas avec plusieurs centaines de robots qui tirent des balles sur des centaines de milliers de machines volantes. C'est ça. Voilà, on sentait qu'ils avaient vraiment envie de faire ça. Pour moi, honnêtement, je pense que ça aurait pu être plus court et ça aurait raconté la même chose. Oui, complètement. Là, c'était vraiment pour rallonger artificiellement le film. C'est très démonstratif. Il n'y en avait pas déjà besoin, quoi. Ouais, c'est très démonstratif, ouais, comme tu dis. Ouais. Et pour moi, c'est là que ça pêche, parce que le montage, honnêtement, c'est un de mes plus gros problèmes du film, c'est vraiment le montage, où on s'attarde sur des trucs où on n'a pas besoin de 25 minutes de combat. À la limite, 10, je suis ok, 10, 15, mais 25, c'est beaucoup. Enfin, vraiment, je suis sûr que c'est au moins une vingtaine de minutes. C'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop. Et ça aurait pu être résumé beaucoup plus rapidement. Et on aurait pu s'attarder sur des choses qui paraissent plus nébuleuses, surtout au premier visionnage, quoi. Clairement, tout ce qui est à la fin, le deal entre Neo et les machines et tout ça, c'est pas trop bien expliqué, je trouve. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et pour moi, on aurait pu mieux. Neo, il arrive, il se fait tout de suite accueillir, et après c'est parti pour la baston de nouveau. Genre, on aurait pu découvrir un peu le monde des machines, comment ils vivent. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus intéressant de voir leur perspective sur la chose, quoi. Oui, c'est sûr. Donc pour moi, c'est là où le film est moins intéressant pour moi personnellement. C'est au niveau du background et tout, enfin de l'histoire, du développement de l'histoire. Sur ce point-là, je trouve en fait, c'est une partie manquée, clairement, vraiment. Et voilà. Après, pour tout ce qui, voilà, comme j'ai dit, combat Smith-Neo, je trouve ça vraiment impressionnant. J'aime beaucoup. C'est peut-être une des scènes finales, une des scènes finales les plus impressionnantes que j'ai pu voir dans un film comme ça. En tout cas, une scène de combat aussi épique et aussi dantesque, pour moi, on n'est pas arrivé à un tel niveau depuis très longtemps, quoi. Donc non, c'est vrai. Donc voilà, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui ont essayé de se rapprocher, il y en a d'autres qui réussissent, hein, très bien, mais je pense qu'à l'époque ça devait être, surtout quand tu le voyais au cinéma et que tu l'avais attendu, même si je sais que, on voit dans les retours, ou même, je crois dans le making-of, non pas dans le making-of, ils m'ont pas montré, mais j'avais vu des vidéos YouTube où il y avait des gens qui sortaient de la salle et qui disaient, qui montraient leur déception, clairement, face à ce troisième film, parce qu'ils en attendaient peut-être beaucoup trop, mais je pense que ce qui retenait le plus, c'était vraiment l'aspect visuel, et ce qu'on retient le plus actuellement, c'est vraiment encore l'aspect visuel, au défaut de l'histoire qui est intéressante mais pas assez développée, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce troisième film. C'est voilà, la fin, je l'aime bien, j'aime bien le fait que ça se finisse sur l'oracle, et sur le fait que l'architecte annonce que les humains pourront choisir d'eux-mêmes leur libre arbitre, oui. Soit vivre dans la matrice, soit vivre chez Zion. Honnêtement, vu la gueule de la cité de Zion, je sais pas quel choix je ferais, honnêtement. Si j'étais totalement honnête avec moi-même. Oui, non, oui. À moins d'aimer l'ambiance MTV des années 90. Oui, voilà, c'est ça. Et puis même les cités comme ça, qui sont... Enfin, ça fait vraiment bidonville. Donc, il faut beaucoup d'humains pour reconstruire proprement le monde. Et même, le problème, c'est que le monde extérieur, il est un peu foutu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aspect écologique, mais l'aspect écologique est déjà mentionné. Le fait que les êtres humains, du coup, qui ont créé ces machines, qui les ont asservis à leur tour, ça a été un désastre écologique, et du coup ils ont fait en sorte que la Terre n'est même plus habitable pour les êtres humains, quoi. Donc voilà, c'est aussi une belle fable écologique. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour le coup, tu te dis qu'ils se battent pour un truc sur lequel ils peuvent même pas vivre, quoi. C'est ça. Donc à moins d'aimer vivre en souterrain.
C'est ça. C'est clair. C'est un peu pessimiste, mais bon, on verra. Après, voilà, on verra ce que ça donnera. Donc voilà, je pense qu'on a fini sur Matrix Revolution. Pour donner rapidement notre top, moi, enfin vous l'avez compris, moi en premier c'est le premier Matrix, le deuxième c'est Reloaded et le troisième c'est Révolution. Voilà. Et toi, Eddie, moi c'est pareil, sauf que j'inverse le 2 et le 3. Voilà, exactement. Passons à la suite, du coup à la fin, c'est Matrix 4 qui a... Alors, on en avait parlé dans un Parlons Cinéma, ça a été annoncé le 20 août 2019, et que c'est uniquement Lana Wachowski qui travaille dessus et qui sera la seule réalisatrice du film. Du coup, le scénario a été écrit par Alexander Emon et David Mitchell, voilà, qui avait David Mitchell qui a fait le roman Cloud Atlas, donc oui. Bon, c'est plutôt une bonne source de qualité. Enfin, voilà, on peut avoir confiance, je pense, en ces scénaristes. Au niveau du casting, assez étonnamment, on retrouve Carrie-Anne Moss en Trinity, donc moi je sais pas, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'elle sera juste dans des flashbacks, ou alors peut-être qu'ils trouveront une astuce scénaristique pour la faire revenir. Je sais pas, c'est ça qui est assez étonnant avec cette suite. Voilà, c'est étonnant parce que c'est une suite qu'on n'attendait clairement pas, parce que on sentait que c'était une suite qui était... non, une trilogie qui était terminée, quoi. Ah oui, Il ne pouvait pas vraiment y avoir de suite, à part savoir ce qui était arrivé à Neo, et encore, je trouve... Enfin, voilà. Donc, au niveau du casting, toujours Keanu Reeves, pour Neo. Il n'y aura pas Morpheus, apparemment, de ce qu'on en sait. On retrouve Jada Pinkett Smith en Niobe, Lambert Wilson en mérovingien, et Daniel Bernard qui était l'agent Johnson, voilà, dans le premier, il me semble. Après, il y a plein de nouveaux personnages, dont Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick, donc plutôt des acteurs de séries, c'est vraiment des... Neil Patrick Harris, il est connu pour How I Met Your Mother, Jonathan Groff, il est connu pour Mindhunter, Jessica Henwick est connue aussi pour Sense8 et Game of Thrones, il me semble. Donc, oui, peut-être bien, oui. Voilà, c'est ce qui est marqué. Donc peut-être pas Sense8, Game of Thrones, c'est sûr. Voilà, voilà. Et Iron Fist aussi. Donc le film est prévu pour une sortie le 15 décembre 2021 au cinéma et sur HBO Max. Maintenant, il va falloir le dire. Et aux États-Unis du coup, et en France apparemment aussi le 15 décembre 2021. Donc c'est dans 6 mois, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est voilà. Prévu vraiment prochainement. Vraiment, dans 6 mois, on aura vu Matrix 4. Normalement. Normalement. Voilà, si tout se passe bien. Donc le tournage a commencé à San Francisco en février 2020. Et il se déroulera également en Allemagne, au studio de Babelsberg. La production du coup a été interrompue le 16 mars 2021 à cause du Covid. Et voilà. Et du coup le tournage a repris le 16 août 2020 et s'est terminé le 11 novembre 2020. Donc là ils sont en période de post-production, pardon. Post-production, ouais. De toute façon, je pense que pour un film comme Matrix, il y a du taf. Légèrement. Voilà. Donc voilà, à peu près ce qu'on en sait sur ce film à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre. Donc Eddie, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est pour toi une bonne idée de faire Matrix 4 et qu'est-ce que tu penses des informations qu'on a actuellement? Est-ce que ça sent bon ou pas du tout? En fait, j'ai pas trop d'avis. J'attendais tellement pas une suite à Matrix que je peux pas. Du coup, je l'attends toujours pas. Ouais, même le fait de savoir qu'il y ait l'auteur de Cloud Atlas. Ouais, peut-être un peu de. Je sais pas. J'attends vraiment de voir les premières images pour. Ok. Je sais pas. D'accord. J'ai pas vraiment de curiosité là pour le coup. Ouais. Et ouais, t'as pas d'idée de ce qu'il pourrait raconter là-dedans. Non, puis vraiment en ayant revu les trois là, je vois pas vraiment sur quoi ils peuvent aller en fait. Ouais, c'est le souci en fait. Maintenant, ils ont rebooté la matrice et normalement tous les humains ne sont plus asservis, ils peuvent choisir. Ouais.
Donc le seul truc qui est intéressant, c'est de savoir le destin de Neo, mais je pense pas non plus que ça pourrait faire tout un film. Je vois vraiment pas sur quoi ça va partir. Moi je suis aussi assez intrigué en fait. Honnêtement, je suis un peu intéressé par le film parce que justement le défi de faire une suite à cette trilogie qui se terminait et d'en faire un film qui peut avoir du sens, honnêtement je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire, quoi. Et s'ils vont relever le défi, parce que c'est pas une mince affaire. Non. Donc voilà ce qu'on peut dire. De toute façon, je pense que on devrait pouvoir vous en parler quand ça sortira. Normalement, si on se retape pas de quatrième vague. Exactement. Donc on verra bien ce que ça dira, et puis de toute façon on vous tiendra au courant. Mais je pense que là on va se diriger tout doucement vers la fin de l'émission. Déjà, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci beaucoup. Merci à toi, Eddie, d'avoir participé avec moi. De rien. Super. Ça faisait vraiment plaisir de retourner ça faisait longtemps. Podcast. Ah ouais, non, mais ça faisait longtemps. Le dernier étant le hors-série saga sur Retour vers le futur. Exact. Voilà. Donc oui, ça faisait un petit moment. En décembre 2020, du coup, qu'on avait fait. Oui. Donc, je vais... Et puis, désolé encore pour tous les cafouillages, etc. Comme on vous l'a dit, on reprend... faut se remettre en selle, faut reprendre l'habitude de faire du podcast, et c'est tout un exercice. Mais du coup, ça va maintenant. On s'est remis dans le bain, on va dire. Normalement, on maîtrise. On devrait pouvoir avoir normalement des prochaines émissions en cours, notamment avec Morgane. On en a une de prévue prochainement, normalement. Toujours, s'il n'y a pas des problèmes de planning, ça c'est toujours le souci principal. Mais je peux vous annoncer qu'on devrait faire une émission avec Morgane normalement prochainement. Et cet été, normalement, on vous a prévu aussi des choses. On vous dit rien, je veux plus annoncer de choses parce que après, si on le fait pas tout de suite, après je vais me dire mince, on a dit ça et maintenant on est contraint. Donc non, on va pas vous annoncer. Normalement, pour l'été, on a 1 ou 2 podcasts de prévus, il me semble, au moins un. Et puis un hors série, voilà, tout ce que je peux vous dire. Oui, parce que là de toute façon, oui. Voilà. De toute façon, on va pas parler de films qui sortent pour l'instant. Ouais. Et puis je vais vous donner toutes les informations où vous pouvez nous retrouver si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez écouter les émissions précédentes, donc les émissions, les critiques, parce qu'on fait aussi des critiques écrites. D'ailleurs, Eddie a publié récemment une critique sur Raya and the Last Dragon. Alors ça, peut-être qu'il faudrait faire des podcasts sur et le Dernier Dragon, les films sortis sur les plateformes récemment. C'est vrai qu'on a il y a eu des sorties. Ouais. On attend peut-être Luca. Peut-être. Qui sort prochainement. Parce que c'est vrai que oui, ça. On pourrait faire des podcasts là-dessus. On a eu la Snyder Cut. C'est vrai qu'il y a eu des films quand même qui sont sortis cette année. Ouais, faire un petit bilan, peut-être fin d'été, quelque chose comme ça. On fera ça. Au lieu de notre bilan d'été traditionnel, on fera un petit bilan de ce qui est sorti sur les plateformes. Ce sera un peu, voilà, on fera déjà ça. Moi, j'ai pas encore vu Raya, donc je suis très, je te le conseille. J'ai très envie de le voir. De toute façon, tu sais que je, voilà. Oui, je sais pour que moi. Tu le verras. C'est du Disney, donc voilà, c'est ma cam. Ouais. Voilà, et j'attends énormément aussi Lucas. Alors que là, Lucas. J'ai vu 2 images, c'est tout, et je veux rien savoir.
Donc voilà, je suis plutôt impatient. Donc tout ça, toutes les critiques, etc. Et les émissions audio et vidéo, c'est sur moviesnerd.net, le site web. Ensuite, vous pouvez retrouver ces podcasts sur différentes plateformes, sur Spotify, sur Deezer, sur PodCloud, sur Apple Podcast. Si vous pouvez nous laisser une review, des étoiles sur Apple Podcast, ça nous permet de monter dans les classements des podcasts et c'est quelque chose qui nous ferait plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Du coup, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver. C'est sur Twitter, c'est movies_, donc le _8 nerd. Vous pouvez nous retrouver là-dessus. Sur Facebook aussi, c'est moviesnerd, tout simplement. moviesnerd _ officiel sur Instagram. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@moviesnerd.net. On est aussi sur YouTube, j'ai oublié de le dire. On est sur YouTube, voilà, si vous écoutez ce podcast, peut-être vous l'écoutez sur YouTube, et si vous ne l'avez pas écouté sur YouTube, voilà, peut-être que vous pourrez retourner faire un tour. Il y a toutes nos émissions, c'est pas de la vidéo, hein, vous ne voyez pas nos minois, mais voilà, ça permet à des gens qui sont plus sur YouTube, qui ont plus l'habitude d'aller sur YouTube, de nous écouter aussi, donc voilà. Et c'est un peu de travail, donc si vous pouvez y aller, merci. Voilà. Et je crois que j'ai à peu près tout dit pour ça. Moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Sens Critique, sur moviesnerd. C'est TheLexal, TheLexal, sur Instagram aussi, au cas où. Voilà. Et Eddie, du coup c'est pareil, hein. c'est pareil, et en plus il y a Sens Critique, il y a YouTube, principalement Twitter un peu, mais c'est et c'est Istark partout. Istark, ouais. Voilà, c'est pas la même que moi. Non, partage pas de compte, hein. Non. Non mais voilà, du coup je crois que vous avez toutes les infos. Merci encore d'avoir écouté cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir par les commentaires ou par les réseaux sociaux. Et puis on vous souhaite une agréable journée et on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.
what you reap is what you sow.